Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la soeur Agathe, bonsoir la soeur Isabelle. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Kevin. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. J'ai un peu mal à la gorge. Bonsoir Dani Massengo. Bonsoir Kevin Samba. Bonsoir Dani, on est ensemble. On va commencer dans 3 minutes. Bonsoir Patricia.
bonsoir tout le monde. Bonsoir Barthélemy, le doyen. On va commencer dans 2 minutes. Patricia, partagez s'il vous plaît. Donc bonsoir, bonsoir. Bon, on va commencer le direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va parler de ce qui s'est passé, ce qui se passe au Rwanda actuellement. La concertation que le PCT veut nous faire gober. Cette diversion pour nous embrouiller encore. N'oubliez pas que le Congo de Sassou Nguesso n'a pas voté à l'ONU pour prendre parti contre la Russie. Parce que Sassou Nguesso, c'est un prévoyant. Il sait que les promesses des Européens ne tiennent pas souvent compte, ne tiennent pas souvent leurs promesses. Les Européens en général, la politique européenne n'a jamais tenu ses promesses depuis l'Antiquité. Tout ce qu'ils promettent aux gens, ils le font jamais. Donc M. Sassou Nguesso a vu clair et il s'est dit, bon, si je soutiens la France dans ce conflit ukrainien, c'est pas très sûr que Moscou puisse me regarder d'un bon œil. Donc il a préféré être neutre dans le conflit du Caucase. Là. Vous voyez comment il est malin? Parce qu'il sait que ce qui est sûr, c'est que M. Sassou Nguesso, avec les 40 ans qu'il a fait au pouvoir, il a compris que les Blancs, ça il a compris, sérieusement que les Blancs ne tiennent pas souvent les promesses. En politique, hein. Depuis l'Antiquité, ils n'ont jamais tenu promesse. Avec les Indiens, quand ils ont conquis l'Amérique, ils n'ont jamais tenu promesse. Ce qu'ils avaient promis aux Indiens, ils n'ont jamais tenu promesse. Quand ils ont allé conquérir les pays arabes, ils n'ont jamais tenu promesse. Vous allez regarder si vous lisez, si vous faites un peu des enquêtes sur la conquête des pays arabes, vous allez voir que même le roi Faisal, lui-même, il a dû attraper sa tête pour comprendre que les Européens ne tiennent pas promesse. Donc, en politique, en général, ils n'ont jamais tenu promesse. En Afrique, ils n'ont jamais tenu promesse. En Asie, ils n'ont jamais tenu promesse. Partout dans le monde où ils sont partis négocier, ils n'ont jamais tenu promesse. C'est un problème. Si vous lisez, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, vous verrez que toutes les conquêtes, tout ce que les Blancs, les Européens ont promis, politiquement je parle, à tous les territoires qu'ils ont conquis, c'était des fausses promesses. Les Indiens d'Amérique, ils n'ont rien eu. Ils ont même été parqués comment on appelle ça, jusqu'à présent, ils sont toujours parqués dans les réserves, dans tous les États américains. Ils n'ont jamais rien eu.
en Chine, là-bas, tout, même dans les conflits de la Première Guerre mondiale, entre eux, ils se trahissent. La Russie et l'Allemagne ont signé un accord de non-agression pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne allait attaquer derrière. Donc, pour les promesses, ils n'en tiennent jamais. Ça, c'est sûr que M. Sassou Nguesso l'a compris. Bonjour, la Blédaille. Donc, il s'est dit, bon, je serai neutre dans ce conflit parce que si je prends si je me décide, comme Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, de prendre parti pour l'Ukraine ou pour l'OTAN, Poutine ne va jamais apprécier. Et comme Poutine est il est installé en Centrafrique, il peut descendre facilement au Congo. Parce que nous savons tous que nos États sont fragiles. Mais là, je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça vers la fin. Maintenant, ce que je veux dire, ce que j'ai vu sur Owando, ce qu'ils ont fait à Owando, la semaine dernière, moi je trouve que il faut qu'on se gêne un peu, vous voyez. Nous sommes souvent les premiers à se plaindre que les gens sont racistes, que le noir n'est pas respecté ici, on a tué des noirs par là, ils meurent dans la... C'est pas la faute des autres, moi je pense. J'ai comme l'impression que nous avons pas de principe, nous avons rien de tout dans la tête. Je vais vous expliquer. Les notions simples, le bonheur déjà. J'ai comme l'impression que nous, en Afrique, on ne connaît même pas ce qu'on appelle le bonheur. Être heureux, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est des mots qu'on entend. Mais savoir ce que ça veut dire, j'ai comme l'impression qu'on a un problème. Heureux ne veut pas dire être riche. Qu'on ne se trompe pas. Il y a des gens qui sont beaucoup riches, mais qui ne sont pas heureux. Parce que soit ils sont malades, ou soit ils n'ont pas de bons amis. Il y a beaucoup de choses. Heureux, c'est pas ça. Heureux, c'est pas s'habiller en costume parce que tu es à une fête, l'autre t'es bien habillé, toi tu es habillé comme lui pour montrer que tu es meilleur que lui. Ça, c'est pas être heureux. Heureux, c'est quelque chose, c'est ce que toi tu ressens. C'est le sens que tu donnes à ta vie. C'est comme ça qu'on va vers le bonheur. C'est comme ça qu'on apprend à être heureux. Mais on n'est pas heureux parce qu'on veut faire. Donc, il y a des choses qui sont simples qu'on ne comprend pas. Donc, quand je vois ce qui s'est passé à Owando, j'ai comme l'impression que tous ces vieux-là, quand j'ai vu les photos, tous ces vieux-là, je me demande, qu'est-ce qu'ils pensent d'être Congolais ou d'être appartenir à une nation ou d'un pays, être d'un pays, en être fier déjà. Parce qu'il y a des âges, il y a des choses qu'on ne fait jamais. Il y a même des gens qui ont participé à cette concertation, qui ont écrit que ils sont âgés. Hein. Ce pas des jeunes qui ont 50 ans. Non, non, c'est des gens qui ont 60 ans, pratiquement 60. Ils ont écrit qu'ils ont mangé bio. Vous voyez un peu, ils sont allés au Rwanda. Ils ont écrit sur leur Facebook qu'ils ont mangé bio, que la concertation se passe bien au Rwanda. Comment tu peux parler de la bouffe pendant que tu parles des problèmes de la nation? Le Congo est en faillite. Vous êtes allé vous retrouver à Oyo pour trouver soi-disant des solutions. Ce que nous savons que c'est faux. Mais tout ce que tu écris sur Facebook, c'est que tu as mangé bio. Manger bio, c'est quoi? Je comprends rien parce que manger bio, tout le monde mange bio. Même en France, on mange bio. Tout le monde peut manger bio, c'est pas... Et comment tu sais que tu as mangé bio? Déjà. Monsieur Mampouya, comment tu sais que tu as mangé bio? Parce que si c'est le poisson, il se peut que là-bas, avec les carcasses de bateaux, quand vous va à gauche et à droite, il se peut que les bateaux-là polluent les rivières et les fleuves du monde. Qu'est-ce que tu en sais que c'est bio le poisson que tu as mangé? Vu que dans l'eau où vous les pêchez, là, il y a des bateaux qui passent. Ces bateaux-là, c'est des bateaux que les Européens ont jetés, que vous achetez à bon prix, et qui déversent le gasoil, du mazout dans l'eau. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est bio? Donc, vous voyez déjà le degré mental de ces gens-là qui sont allés à Rwanda pour la constatation. C'est n'importe quoi. Mais, je vais vous dire un truc aux gens du PCT. Vous savez, il y a des choses qui sont simples dans la vie. Et ça, si vous avez eu le temps de lire un peu Platon, vous aurez compris, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes un vide, vous n'avez pas grand-chose dans la tête. Vous n'avez pas grand-chose. J'aimerais qu'on vous opère le crâne, qu'on sache ce que vous avez dans le cerveau. Parce que si vous avez lu
si vous vous intéressez un peu à l'histoire, si vous vous intéressez un peu à la démocratie, ou je sais pas, à l'organisation sociale d'un pays, il y a des choses qu'on ne fait jamais et qu'on ne peut pas faire. Vous comprenez? Quand on recule 400 ans avant Jésus-Christ, il y avait des gens comme les Platon, les Aristote qui parlaient de la démocratie, la bonne gouvernance. Ça, c'est 400 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est même pas encore 4 siècles avant que Jésus ne vienne sur cette terre. Et ils avaient déjà compris comment on peut vivre dans une nation sans qu'on puisse s'entretuer. « 400 ans. Quand on vit dans une bonne nation, généralement, on est des bonnes personnes. Quand tu prends des gens qui habitent, par exemple, ici en France, parce que je veux dire, en France, il y a la loi. C'est pas la même dictature que chez vous, là-bas. Ici, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Vous allez voir que la majorité des Français, quand les gens habitent en France, ils sont beaucoup plus heureux que ceux qui habitent au Congo. C'est pas parce qu'ils sont supérieurs au Congo, non. Parce qu'ici, il y a la bonne vie. La bonne vie, c'est quoi? C'est parce qu'il y a la justice, déjà. Ce qui donne la bonne vie aux citoyens, c'est d'abord la justice. Dans un pays où il y a la justice, en général, les gens sont heureux. Ils sont moins stressés. Donc, chaque fois que vous connaîtrez pas ce qu'on appelle la justice, vous serez toujours les gens mauvais. C'est comme ça. Si tu vas dans les quartiers où il y a des riches, vous verrez que les gens sont beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus heureux, parce qu'ils vivent dans un environnement où tout est fait pour qu'ils puissent s'épanouir. Maintenant, si tu prends un homme qui a grandi dans le Sud-Soudan, où il y a la guerre, quelle que soit la bonne volonté que vous allez mettre dans cet homme-là, il sera pas heureux. Il sera pas... Parce qu'il n'y a pas la justice déjà. Donc, dans notre pays, ce qui manque, c'est ce que vous ne savez pas, c'est la justice. Tant que nous n'aurons pas la justice, dans ce pays-là, il y aura toujours une minorité de riches, très riches comme vous, les gens du PCT, cette minorité-là, et une grande minorité de pauvres. Et dans ce combat de riches et de pauvres, il y aura toujours une opposition. C'est ce qui se passe actuellement au Congo. C'est-à-dire que vous avez volé l'argent du peuple. Et le peuple est actuellement pauvre, complètement pauvre, à l'abandon. Et voilà que nous sommes en conflit tout le temps. Mais quand vous le faites, automatiquement, il y a des gens qui apparaissent dans la pauvreté, ceux qui sont en bas de la société là, les pauvres là. Et s'ils ne font pas attention, c'est là où naissent les démagogues. Parce que c'est comme, je vous donne un exemple, on va faire simple. Vous avez vu comme les Kolela là, ou les Lissouba, tous les hommes politiques congolais là, les Sassou Nguesso tous, ils sont nés dans la pauvreté. Ils n'ont jamais eu suffisamment d'argent. Voilà pourquoi ils viennent des démagogues. Quand ils viennent en politique, ils sont démagogues. Ils veulent juste, ils n'ont pas de conviction. C'est qu'ils se servent du peuple qui est déjà pauvre, dans ce conflit entre riches et le peuple qui est pauvre. Eux, ils s'ingèrent là-dedans, ils deviennent les porte-voix de la pauvreté. Et à la fin, ils arrivent à évincer les riches, qui sont souvent minoritaires. Et eux, ils s'installent à la place. Ils deviennent généralement les dictateurs eux-mêmes. Parce qu'ils viennent avec la démagogie. Oui. Mais ça, si vous lisez un peu République, c'est simple. C'est un simple bouquin, ça ne vous coûte même pas 30 € ce livre-là. Vous lisez la République de Platon, vous trouvez toutes ces informations-là. Comment diriger une cité? Qu'est-ce qu'on appelle une bonne cité? Donc, quand vous partez au Rwanda, parce que vous avez senti qu'il y a la guerre en Russie, et que si les Russes s'imposent vite fait en Ukraine, demain matin, leur appétit sera plus grand. Ils vont chercher à venir voir en Afrique comment il se passe. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais vous faire quelque chose de simple. Ce que j'essaie de voir, moi. Parce que l'Ukraine là sera conquis par la Russie.
Il va arriver, Poutine. Qu'on le veuille ou pas, il va arriver. Maintenant, quand la France aurait compris que Poutine ne va pas reculer, parce que nous sommes dominés par la France, vous savez la carte qu'il va jouer. Il va aller voir Poutine pour négocier avec Poutine en disant, ok, le week-end, nous, on te le laisse. On ne veut plus d'Ukraine. Mais garantis-nous que ce que tu as fait à Ukraine, tu ne le feras pas dans mes colonies, dans mes anciennes colonies. Il va nous négocier, elle va nous négocier cette France-là. C'est comme ça qu'ils vont faire. Parce qu'ils savent que si Poutine est en train de faire tuer les gens, les Russes, les soldats là, ils meurent. Donc, à la fin, il aura une certaine rancune envers tout l'OTAN, tous les pays de l'OTAN là. Et pour les emmerder, il va sûrement lorgner l'Afrique. Pour emmerder la France, il va lorgner l'Amérique du Sud pour embêter les États-Unis. Et c'est ce qu'il va faire. L'Angleterre également. Mais les Français, tels que nous les connaissons, l'État français, comme c'est un État qui aime bien mentir, ils vont aller négocier leurs intérêts africains chez Poutine. En disant non, mais on ne va pas se faire la guerre en Afrique, laisse-moi le Congo, le Gabon, à la rigueur, tu prends la Centrafrique, tu prends le Togo, mais le Congo c'est pour moi. Ça, ils vont le négocier en cachette, ils vont signer des accords. C'est pour ça que je dis aux Africains de ne pas prendre parti dans cette guerre-là. Au final, ils vont vous négocier. Au final, c'est vous qui allez payer les pots cassés. C'est la richesse africaine qui va pousser, qui vont utiliser pour se reconstruire eux-mêmes. Donc, ce qui se passe à Ouando, s'il y a des Congolais qui acceptent ces conneries-là, c'est vraiment triste. Nous allons vivre comment dans ce pays-là? Donc, finalement, le Congo ne sera jamais un pays libre. On ne verra jamais des gens libres dans ce pays. Nous allons accepter ça. Parce que tout le temps qu'on perd le temps avec ces gens-là, nous perdons en même temps notre indépendance. Le temps, c'est important dans la vie. Toutes les années que nous leur laissons là, à faire ce genre de divertissement-là, dès qu'ils montrent, dès qu'ils voient que les choses bougent, ils créent une concertation pour nous embrouiller là. Ce temps que nous perdons là, nous allons le payer chèrement. Parce qu'à chaque fois que nous, retenez bien, à chaque fois que nous perdons le temps pour les chasser du pouvoir, nous perdons en même temps notre indépendance. Parce que le Congo sera, la faillite va continuer. Et même si ces gens-là tombent du pouvoir, même si on est chassé du pouvoir, on aura un problème d'économie. Ce qui fera que, où il y a la pauvreté, il y a toujours des violences. Ce qui fera que nous aurons des démagogues, nous aurons des profiteurs qui vont encore se jeter en politique pour s'entretuer. Donc, la meilleure chose qu'il faut faire au Congo, c'est maintenant. Il faut que les gens se réunissent, il faut que les Congolais eux-mêmes sortent. Ils défendent leurs droits, qu'ils récupèrent leur pouvoir. Il faut que le peuple congolais récupère sa souveraineté pour que on stabilise un peu ce pays-là. Sinon, nous allons voir les Ouando. Demain, ce sera Swanké. Après-demain, ce sera Kakamoueka. Ils vont faire des consultations juste pour nous perdre le temps. Parce que comment ça se fait que ces gens-là, pourquoi ils vont à des concertations? C'est parce qu'ils sont pauvres. Quand vous voyez des photos, c'est des vieux. Donc, ils ont sûrement l'expérience, ces gens-là. Mais le problème, ces gens-là, ils savent que ce qu'ils font, c'est mal. Mais comme ils n'ont pas d'argent, le PCT et Sassou Nguesso savent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, quand ils mettent des perdièmes à Ouando et qu'ils leur payent le bus, ils vont. Parce qu'en général, ces hommes politiques-là, ils ne sont pas déjà, je mets entre guillemets, ils ne sont pas déjà stables dans leur vie sociale. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants à gauche et à droite. Donc, ils ont besoin d'argent. Et à la fin, ils vont toujours aller pour aller chercher le perdième. C'est même pas beaucoup d'argent. On va leur donner 500 € à chacun pour assister à cette mascarade. Parce que le PCT sait que 500 €, une fois qu'ils sont revenus à Brazzaville, il n'y aura plus ces 500 €. Et ils vont encore aller faire la courbette, il y a des trahisons. C'est comme ce qu'on voit avec les Mampouya, là. Ils discutent, il dit n'importe quoi à son âge. Il a vécu en France, mais il dit n'importe quoi. Il écrit n'importe quoi à son âge. Hein. Aucune dignité, aucune moralité, rien. Donc, c'est ça le Congo. Parce qu'ils ont compris une chose. Il faut appauvrir les gens pour les manipuler. Et maintenant, comme ils sont appauvris,
Ils suivent Sassou Nguesso là où il veut. S'il dit concertation à Soanké, ils vont partir. Pas pour aller parler du Congo, mais juste pour aller prendre leur argent. Et pendant ce temps, qu'est-ce que le peuple fait? La pauvreté continue. Mais comme on ne sait même pas ce qu'on appelle le bonheur, comme les gens ne sont plus éduqués au Congo-Brazzaville, ils ne savent même pas pourquoi ils vivent, alors ils se remettent à Dieu. Voilà pourquoi il y a toutes les églises au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Parce que les gens ne peuvent même pas s'expliquer leur pauvreté. Ce qui leur touche. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un a une femme et des enfants. Les enfants se prostituent. Ils trouvent ça normal. Mais dans quelle société nous sommes où tu as permis que tes enfants soient des prostituées? Oui. Donc ça, ils ont réussi à le faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Et tout ce qu'ils font, c'est du chantage. Parce que normalement, si le PCT veut vraiment une vraie concertation, c'est sortir déjà les prisonniers politiques. Il y a trop de gens en prison au Congo-Brazzaville. La bonne foi veut que les prisonniers soient d'abord dehors pour montrer que le gouvernement est en train de penser à l'avenir du Congo et à la fin commencer les démarches. Mais si vous avez encore des gens en prison depuis longtemps, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font, c'est de la mascarade. C'est se jouer de vous. Moi, je pense qu'à vos âges, vous savez, vous pouvez rester chez vous. Vu que l'argent qu'ils vous donnent, ça finit dans 2-3 jours. Donc, ça ne sert à rien. Il y aura un moment où vous allez même aller à la concertation, vous allez faire des accidents de voiture, vous allez mourir. Pour rien. Si vous restez encore un peu de dignité, parce que dans la vie, il faut des sacrifices. Nous autres, comme on dit, nous autres aussi, on a sacrifié, on ne viendra plus jamais au Congo, peut-être. Moi, tel que je suis assis là, je suis conscient que demain, si ces gens-là perdent au pouvoir, je ne viendrai jamais au Congo. C'est moi. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Il y a des gens qui ont lutté pour leur pays, qui sont morts à l'étranger. Donc, je suis conscient que ma lutte à moi me prive aussi du Congo. Mais c'est ça le sacrifice que j'apporte. Bakounine est bien mort en Suisse. C'était un Russe. Napoléon est bien que même Napoléon qui a combattu, qui a combattu pour la France, qui a mené des batailles pour la France, il est mort en exil. Comment on l'appelle? Celui qui a fait la révolution russe, là, il est mort en exil. Tout ce qui est mort en exil, ils sont nombreux à mourir en exil. Donc le combat que nous faisons pour le Congo, quelque part aussi pour tous ceux qui font ce combat, doivent savoir que ça peut prendre du temps et que nos vies finiront peut-être un jour à l'étranger. C'est le prix à payer, c'est ça le combat. On ne sait pas comment ça va déboucher parce que tel que c'est parti là, ça nous prend du temps. Avec tous ces gens qui sont abrutis, tous ces jeunes qui sont assis, matin, midi et soir, en train de boire des bières, en train de se cotiser pour manger un chat. Ce que nous, on ne mangeait pas avant, maintenant ils mangent le chat, et ils se mettent à danser. Une population qui passe son temps à danser, c'est pas évident que c'est demain que vous allez vous révolter. Parce que ce qui se passe au Congo ne peut pas... Regardez le Mali aujourd'hui. C'est un exemple à suivre. Est-ce que chez nous, même ce qui se passe au Mali interpelle les Congolais? Parce que le Congolais aujourd'hui, c'est des têtes vides. C'est des gens qui sont là, en train de danser, en train de je sais pas moi, de s'habiller pour montrer des choses qui n'existent même pas. C'est-à-dire, on vit tellement dans les nuages aujourd'hui que je me demande la révolte viendra de qui? Donc, ces beaux pays-là, eux qui sont au pouvoir, eux, ils s'en foutent. Hein. Eux, ils s'en foutent parfaitement. Vu que leurs vies sont simples, pour eux, la vie se limite à voler l'argent des gens, à faire la fête, à sortir avec les femmes de leurs cousins ou de leurs frères. Voilà, c'est la débauche chez eux. Tout n'est que débauche. Alors, vous allez dire à ces gens-là, négocions. Parce que dans leur tête, même si tout ce qu'ils ont volé, quand on va leur chasser du pouvoir, le lendemain matin, ils seront pauvres. Parce qu'ils ne savent même pas investir. Tout ce qu'ils volent, ils n'investissent même pas. Tout ce qu'ils cachent dans les banques, dans les paradis fiscaux, là,
ils ne savent même pas comment le récupérer. Parce qu'en général, la gestion bancaire, ils ne la connaissent même pas. Donc, les banquiers qui les font signer, qui leur disent ramène l'argent, c'est un peu comme la mafia, vous voyez. L'argent de Pablo Escobar, vous croyez qu'on a tout trouvé? À qui profite l'argent de Pablo Escobar? C'est les banques. Ce qui se passe en Amérique latine, il y a des narcotrafiquants qui sont là. Ils ne savent pas, c'est des brigands. Ils ont tellement beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui les blanchissent. Mais quand ces gens-là sont arrêtés, excusez-moi, l'argent volé, c'était qui déjà? L'argent volé va disparaître, évidemment. L'argent de Mobutu a bien disparu. Donc, ce que nous devons comprendre aujourd'hui au Congo, aux jeunes Congolais, je vous dis bien, c'est de vous révolter. Parce que si nous continuons à suivre les choses de Rwanda, le monde ne évolue pas comme ça. Moi, j'essaie de comparer mon pays avec tous les pays africains. Parce que je ne peux pas comparer avec les Européens. On est carrément à deux points opposés. Complètement opposés. Parce qu'il y a des jeunes ici en France, pour vous les Congolais qui me suivent, je vais vous dire un truc. Il y a des jeunes Français ici que je vois, qui ne sont même pas allés à l'école. Mais qui ont déjà un projet, qui ont une voiture, qui travaillent ici à gauche, à droite, ils mettent de l'argent de côté. Ils vont en voyage à l'étranger. Ils vivent là-bas 6 mois ou 7 mois. Ils reviennent dans leur pays. Ils ont à peine 19 ans, 20 ans. Ici où nous habitons en France, chaque jour, on nous appelle pour dire, viens, vous voyez, je vais vous raconter une histoire, une petite histoire que j'ai vécue moi-même, il n'y a pas longtemps. Je suis allé dans un grand centre, où on vend des meubles, on ne va pas dire le nom, pour ne pas faire la publicité, où on vend des meubles. Je suis allé acheter un meuble qui m'a coûté un peu cher. Donc j'ai dit au magasin, si je pouvais le payer en 2 fois. Je leur faisais un chèque. Ils ont dit non, 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 non. En 2 fois, c'est bon, ça va se le faire, ça va se le faire. J'ai dit, je donne une bonne partie maintenant. Et la deuxième partie, dans 3 semaines. Ils ont dit non, pas dans 3 semaines. On va te donner 1 mois. Je dis pourquoi pas dans 3 semaines ou dans 2 semaines? Non, 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 1 mois, ok. J'ai signé des papiers, j'étais tellement pressé que j'ai signé. Ouais, assure le meuble, j'ai assuré le meuble, j'ai signé ça. Ouais, mais signe là, tu vois, une carte, machin. Moi, je m'en foutais. Je sais que bon, ils m'ont donné la date du deuxième prélèvement, donc j'ai signé les papiers. Comme ça, je sais pour moi pressé. Je suis parti, j'ai pris le meuble, je suis parti avec. Chaque jour, ces gens-là m'appellent. Écoutez bien, mes Congolais, pour vous montrer qu'on est dans un pays vraiment développé, qui n'a rien à voir avec votre bourse du Congo. Chaque jour, ces gens-là m'appellent pour me dire qu'ils m'ont envoyé une carte bancaire à moi que je peux aller utiliser dans tous les magasins. Je leur ai dit, mais je ne vous ai pas demandé une carte bancaire. Ils disent, oui, tu dois prendre cette carte-là parce que ça peut te permettre que tu auras des réductions quand tu vas dans les magasins pour acheter un meuble, pour aller acheter une télévision, pour aller acheter ceci, cela. J'ai dit, mais je n'en ai pas besoin. Ils m'ont dit, mais prends quand même cette carte-là. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin. Donc, en fait, ils me forcent. Ils me disent, écoute, cette carte-là, tu peux même aller au guichet et retirer de l'argent. Donc, ils mettent plus de 4 ou 5 millions dedans, qui me donnent gratuite comme ça, sans même me connaître. C'est-à-dire, ils ne connaissent même pas si je suis solvable. Ils ne savent même pas si j'ai de l'argent dans mon compte, ou si je travaille ou je ne travaille pas. Ils s'en foutent. Vous voyez comment ils ont beaucoup d'argent, ces gens-là? Ils m'appellent tous les jours, ils m'appellent et Marcel. J'ai dit, je n'ai pas besoin de cette carte-là. Je suis allé acheter un meuble, j'ai signé des papiers, mais je n'ai pas demandé une carte bancaire, vu que je n'en ai pas besoin. Je prends, mais c'est juste vous montrer la différence qu'il y a entre l'enfant, l'Européen qui vit dans un pays développé comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Suède, la différence mentale. C'est une grande différence. Parce que n'importe qui est né en Europe, surtout s'il a la peau blanche, dès 18 ans, s'il n'est pas drogué, n'est pas alcoolique, il peut faire tout ce qu'il veut de sa vie. Mais chez nous, là,
d'où nous venons là. Vous ne connaîtrez jamais ce genre de choses si vous ne faites pas la révolution. Et si vous ne faites pas la révolution avec des intellectuels devant vous, si vous prenez encore des abrutis qui viennent en costume cravate, vous racontez les bons mots français pour vous raconter des conneries, vous n'allez pas vous en sortir. Votre vie, là c'est encore équilibré, hein, mais je pense que dans les années à venir, dans 20 ans, 30 ans, vous serez encore beaucoup plus malheureux que maintenant. C'est sûr et certain, tel que le monde là va, tel que le monde que je vois là, moi, où il y a des créations partout, à gauche, à droite, où il y a où les gens ici, les gens réfléchissent. Parce que la différence entre vous, c'est quoi? Vous pensez qu'en Europe, ici, les gens ne s'amusent pas. Les gens, ils s'amusent. Hein? En Europe, les gens s'amusent. Les Européens, ils s'amusent. Mais eux, ils s'amusent en travaillant. C'est-à-dire, l'Européen, il va dépenser, il va acheter des bouteilles de champagne, parce que demain matin, il va se lever pour aller travailler. Mais vous buvez de l'alcool frélaté, de la bière frélatée qui n'est même pas bonne. Vous mangez n'importe quoi et vous ne travaillez pas. Ici, les gens font des formations. C'est-à-dire, un Français qui est allé à l'école, si ça ne marche pas, il fait une formation. S'il va faire une formation, il peut toujours trouver un boulot qui lui correspond. Donc, sa tête va toujours travailler. Il peut encore avoir des projets. N'importe quel projet qu'il veut, s'il est courageux, il va le faire. Mais chez nous, là où nous venons, là, l'handicap qu'on a, c'est qu'il y a même, vous buvez de l'alcool, vous mangez n'importe quoi, vous dansez tout le temps, et vous ne travaillez pas. Vous ne lisez même pas. C'est-à-dire, vous n'avez même pas le temps de lire un livre pour voir. Ici, tout le monde, si vous prenez 5 ou 6 blancs ici, ils vous diront que chaque soir, il y a un livre qu'ils lisent chaque matin. Mais chez vous, donc vous êtes des gens, vous n'allez rien comprendre au monde qui change. Vous voyez, quand on parle de, oui, la Russie, et on va bloquer les comptes russes, oui, on a bloqué Mastercard, Visa en Russie, vous ne comprenez rien à ça. Vous ne savez pas comment c'est possible qu'on peut bloquer une carte bancaire Mastercard en Russie. Ça, vous ne savez pas, parce que des vides, c'est fait pour. Mais cette Russie-là, oui, c'est la dictature là-bas aussi. Depuis Staline, ils sont en dictature. Mais ils ont pas bloqué tout le monde. Ils ont des écoles. Parce que les missiles qu'ils tirent là, c'est pas vous qui les fabriquez, c'est eux-mêmes qui les fabriquent. Donc c'est qu'ils ont la science chez eux. Donc ce qui veut seulement dire qu'ils sont en dictature peut-être. Mais ils ont la matière grise. Ils négligent pas l'intelligence. Vous voyez? Ils négligent pas, exactement la sœur d'Emma, ils négligent pas l'intelligence, ils négligent pas l'éducation. Parce qu'ils savent, ces gens-là, même quand on dit Poutine, si je regardais à la télé, ils ont dit Poutine n'était pas intelligent, c'était pas un bon... C'est des conneries tout ça. Si vous parlez avec Poutine, c'est un homme intelligent. Il connaît l'histoire de son pays, il aime son pays, la Russie. Ça, vous n'allez pas lui enlever ça. Vous allez dire des conneries. Et lui... Voilà, je vous donne, c'est l'exemple que je vous donne. Ouais, et ils disent que si vous suivez les médias de l'OTAN, ils vont vous dire, ouais, il n'est pas intelligent. Mais si Poutine n'était pas intelligent, que c'était un piètre, pourquoi il leur met mal à l'aise aujourd'hui? C'est qu'il est intelligent. Ce que Poutine a réussi, il faut avoir une certaine intelligence. Être un simple, être colonel de l'armée, lieutenant-colonel de l'armée du KGB, et rentrer dans le système politique calmement, se frayer un passage qui arrive au sommet de l'État, écarter tous les oligarques qui étaient là avant, qui voulaient l'argent des Russes, les mettre en exil jusqu'en prison, c'est qu'il est un peu intelligent. C'est ça l'intelligence. C'est pas forcément le diplôme. Voilà, Herman. Donc, ils veulent diaboliser. Mais chez nous, il n'y a pas des gens comme ça. Parce que nous, on est vide. Hein? Poutine, lui, il lit. Vous allez voir, Poutine, il vous dira que dès 17 ans, moi, je lisais telle chose. Il y a un général en Russie, j'ai lu sa biographie. Il est connu. Il s'appelle le maréchal Zhukov. C'est lui qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un héros russe. Lisez la biographie du maréchal Zhukov. Zhukov, lui, il n'était pas militaire avant. Il n'est pas passé par les académies, là. Mais c'était un enfant né dans le fin fond de la Russie, là-bas, mais qui était passionné des livres de guerre. Qui était passionné de la guerre de sécession en Amérique, qui était passionné de techniques de guerre.
Et c'est comme ça qu'il est rentré dans l'armée. Il est rentré dans l'armée, il a fait des formations, tout en étant passionné déjà. Il n'est pas allé à l'université, il a fait que les écoles. Et il était passionné de ce qu'il faisait. Il se fait juste remarquer, continuer, je crois, lieutenant par Staline, parce que Staline cherchait à éliminer les bolcheviks qui voulaient machin. Il y avait des conflits à cette époque-là. À la table, il y avait Staline, il parlait et tout. Lui, il a donné une idée. Une idée sensée, en disant, mais écoutez, si on fait ça, on peut repousser ces gens-là par là, 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 et on peut gagner par là. Ils l'ont fait. Et Staline a noté son nom à côté. C'est comme ça que Staline va le suivre petit à petit en disant, mais ce gars-là qui nous avait dit, comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. Regardez un peu comment il fait. Il l'a envoyé un peu à gauche et à droite pour voir comment il devait réagir. Et partout où il est parti dans les fronts, Zhukov avait toujours il avait toujours une bonne vision militaire. Ce qui a fait que, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qu'il puisse le mettre chef suprême de l'armée, jusqu'à repousser l'ennemi, les Allemands de la Russie. Vous voyez? Donc, ce qu'on nous dit sur Poutine, je suis sûr et certain que c'est un homme qui connaît l'histoire de son pays, c'est un homme qui lit beaucoup, c'est un homme intelligent. Mais chez nous, il n'y a pas des gens comme ça. Avec cette race-là qu'on a créée, là, où les gens boivent, où les hommes et les femmes passent leur temps à danser, où les gens qui sont bêtes sont menés au sommet de l'État, où les gens que vous voyez bien qu'ils sont en train de mentir, des menteurs, des égoïstes, des débauchés, qui sont au sommet de l'État. Je suis sûr et certain que même si on cherche cette dictature, on n'aura pas la chance de se le faire à une santé. Parce que les gens, ça a été fait que nous soyons des abrutis, nous soyons des gens cupides, nous soyons des gens un peu bizarres, un peu festifs comme ça, qui aiment danser matin, midi et soir, qui ne veulent pas se concentrer. Regardez, ce qui se passe au Rwanda, c'est comme si rien ne s'est passé. Ils sont assis, ils regardent. Nous avons des prisonniers politiques au Congo. Il y a une guerre ici. Vous voyez comment les gens se battent. Nous, on est incapables de se battre. Regarde le Mali. Le Mali est en train de se battre là-bas pour trouver des solutions. Regarde la Guinée. Regardez tous ces pays-là. Ils veulent trouver des solutions. Mais nous, on est assis. Au Gabon, ils sont assis. Au Congo, ils sont assis. Au Cameroun, ils sont assis. Parce que si vous remarquez bien, ce cercle-là de la fiction, c'est là où les gens dansent beaucoup plus. C'est là où les gens boivent beaucoup. C'est là où les jeunes sont pervers. C'est là où les... Je me demande même comment on fait, comment une jeune fille congolaise, je dis bien une jeune fille congolaise, parce que c'est la femme qu'on doit protéger dans une société, parce que c'est la femme qui procrée, et c'est la femme qui éduque en général un enfant. Mais c'est la femme congolaise aujourd'hui, entre nous, une fille qui est née au Congo aujourd'hui, quelle est sa valeur mentale? Moi, je ne suis pas sûr que la femme congolaise aujourd'hui, telle que je les vois, ce que je vois au Congo, peut tomber enceinte, donner un enfant, éduquer, le pousser à aller à l'école. Je ne pense pas. Parce qu'ici en France, quand les enfants vont à l'école, ils font les devoirs à la maison, les parents les aident. Même la maman aide ses enfants. Mais je ne pense pas que la femme congolaise, telle qu'elle est là aujourd'hui, elle a le temps d'aider son enfant, vu que généralement ces femmes-là, pour survivre, elles ont 2, 3, 4 copains. Donc, c'est devenu une position normale. Les gens se poursuivent normalement. Je ne sais pas comment va naître les Congolais de demain. Parce qu'ils ont détruit carrément la femme du Congolaise. Les viols qui se passent, comme qui les poursuivent. Parce que c'est un pays où les viols sont devenus une normalité. Je vous le dis cash, parce qu'il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être que ça va faire le titre dans vos têtes. Que moi, en tant que Congolais, j'ai bien peur de ce que va devenir les gens dans 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas, je ne vois pas. Parce que ce qui est censé, parce qu'on ne peut pas créer une nation où les gens ne sont pas éduqués. On ne peut pas espérer d'un Congo
meilleur. Ou regardez ce qu'on voit, par exemple, ce député-là, je ne sais pas qui a créé, qui a fait une passerelle. Vous avez vu la passerelle qu'il a eu à faire dans son quartier ou je ne sais pas où là. Ils ont pris des briques, ils ont mis des bambous, je ne sais pas quoi. Ça, c'est le don qu'elle donne. C'est-à-dire, un député qui donne un don à sa circonscription, vous voyez même que c'est n'importe... Mais ça choque personne. C'est-à-dire, elle se lève en disant que moi, je suis député de la République, je fais un don. Mais le don, si vous le voyez, vous dites, mais c'est... Elle est contente, elle vient inaugurer son don en dansant, en faisant la... Et il y a des gens qui sont là, qui disent que, oui, ça nous arrange. Parce qu'avant, pour traverser, s'il fallait payer 10 heures. Mais ce qu'il vous a fait là, c'est même pas l'urbanisation, ça. Il va pleuvoir 2 ou 3 fois. Ça va se casser. Vous allez encore repayer. Et depuis quand un député sort son argent pour faire un don, où elle trouve de l'argent pour faire un don à sa circonscription? Comment un député peut sortir de l'argent? Je n'ai jamais vu ça nulle part. Franchement, je me dis, mais c'est quel être humain êtes-vous finalement? Pourquoi? D'où elle sort le peu d'argent là pour sortir, pour payer ce genre de truc? Et puis vous dansez. Donc, mais moi, je peux le faire. Ce truc-là, je peux mettre 5 millions de CFA à côté, venir là-bas, Congo, là-bas, Zanga, là-bas, vous faire un pont. Même pas, ça ne va pas me coûter même 5 millions, ça va me coûter peut-être à la rigueur 2 millions de CFA. Et vous allez danser. Vous allez me donner vos voix parce que je vous ai construit un pont bidon qui va se casser dans 2-3 mois s'il pleut beaucoup. Donc, vous vendez même vos vies moins cher. C'est ça le désir. Vous savez, ils se sont arrangés à vous mettre dans un état mental vraiment précaire pour qu'ils fassent de vous ce qu'ils veulent. Il y a des choses qui ne vous choquent plus. Il y a des choses, même quand ils commencent à faire ça, ils viennent inaugurer, viser les pieds. Traverser, ce sont bien, mais visez-le, chassez-le, mais ne dansez pas. Et le gouvernement est où pour soulager les populations? Donc, ça montre suffisamment que même le gouvernement ne sait même pas comment travailler. Et pourquoi le gouvernement ne sait pas comment travailler? Parce qu'ils n'ont jamais travaillé eux-mêmes. Si vous avez des ministres qui n'ont jamais travaillé toute leur vie, si vous avez des ministres qui ont été et qui sont sortis des anciennes études de l'Union soviétique, parce que moi, je suis passé, la chance que j'ai pas avec vous, c'est que moi, je suis passé par l'école des cadets. Et à l'école des cadets, la majorité des gens qui ont avec le bac, ils partent à Moscou, ils partent à Kiev, en Ukraine. Il y a beaucoup d'officiers congolais qui ont été formés là-bas. Beaucoup de cadres congolais viennent de l'Union soviétique. Retenez bien. Ce que je dis, je prends à témoin tous les enfants qui sont passés par l'école des cadets. Tous les AET. Moi, quand j'étais en 6e, il y avait un ancien qui était très bon. On l'appelait Kaldish. Il est mort au Canada, l'ancien. Il était très intelligent. Il avait que des 16 de moyenne, 17 de moyenne, en mathématiques, physique, très bon. Cet ancien-là, après le bac, il l'a envoyé à Moscou pour aller étudier. Il est arrivé à Moscou, ce qui était censé être l'université. Ils l'ont mis avec les Tchadiens, avec les Érythréens, avec tous les peuples noirs là, qui étaient communistes, qui envoyaient leurs enfants là-bas. Il avait compris que le niveau qu'on lui donnait là, c'est-à-dire on lui mettait avec un Tchadien qui n'avait même pas le bac, et ils étaient dans la même classe. C'est-à-dire on les formait à part, les Russes. C'est-à-dire les Russes avaient leurs écoles d'élite, et les Congolais, comme jusqu'à présent, on envoie les gens là-bas comme des moutons qui vont dans les écoles préfabriquées uniquement pour soutirer l'argent aux États africains. Et l'ancien Keldish a dit, il a écrit d'abord à l'école, commandant de l'école des cadets pour dire que lui ne pouvait pas continuer ses études ici. Parce que le niveau qu'on lui donnait, c'était le niveau 3e. Lui n'avait pas le niveau 3e, il avait le bac. Et qu'il a refusé de faire cours à Moscou. Ils l'ont ramené à l'école, au Congo. Il est parti au Canada après. C'est au Canada qu'il a été à l'université, qu'il a dit, qu'il a envoyé. Oui, en fait, ici, je commence à réfléchir. Parce qu'au Canada, il était dans une grande université. Et voilà, il était égal à tout le monde. Mais tout ce qu'on a envoyé en URSS, je dis bien tout ce qu'on a envoyé en URSS,
dans les pays de l'Est, là, soit l'Ukraine, il n'y a pas des échoués là-bas. Ils ont un système de formatage des étudiants africains dans tous les domaines. Si vous prenez un homme ici qui est en France, ici qui étudie en Ukraine, si vous lui dites qu'il est ingénieur, vous lui mettez sur le terrain, il ne comprendra rien. Parce que c'est des études bâclées. Ce pas les mêmes études qu'on forme, ce pas les mêmes universités qu'on forme les Ukrainiens ou les machins. Non, c'est fait que pour les Africains. Et il leur donne le minimum qu'ils veulent et les diplômes. Parce que quand vous allez dans ces pays-là, vous verrez que tout le monde a un diplôme. Bouawa est sorti là-bas avec un doctorat. Il est professeur, je crois Bouawa en philosophie. Mais à quoi ça lui sert? Dada est sorti de là-bas, il a même ramené une femme russe. Vous voyez le niveau d'Adada comment il est? Regardez Mvouba. Mvouba, c'est pareil. C'est un produit de l'URSS. Regardez, est-ce qu'il connaît quelque chose, Mvouba? Pouvez nous dire ce que Mvouba a fait quand il était premier vice-président? Pouvez dire quelque chose que ça, c'est Mvouba qui a fait cette loi-là? C'est des formations de masse. Exactement, c'est ça, c'est des formations de masse. Et si nous avons eu cette élite politique-là, formée dans des conditions moutonnières, si vous me permettez le terme, et ces gens-là, quand vous les mettez devant un poste, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on appelle commander. Donc, il est assis dans le poste, et tout ce qu'ils font, c'est de lire le dictionnaire, et menacer les journalistes pour dire, tu poses cette question, moi je répondrai comme ça. C'est-à-dire, tout est mascarade chez eux. Parce que je dis bien, s'il y avait ces gens, si ce gouvernement-là, si ces gens-là étaient suffisamment intelligents, avec les 3 millions d'habitants qu'on était avant, on n'aurait pas été dans cette faillite-là. Oui. Si aujourd'hui les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, vous verrez que eux, leurs intellectuels, ils ont beaucoup étudié en France, ils ont beaucoup étudié aux États-Unis, ils ont beaucoup étudié en Allemagne. Ça fait que ces gens-là, quand ils rentrent chez eux dans leur pays, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Regardez aujourd'hui le Sénégal. Certes, ce n'est pas 100% la démocratie, comme on le veut, comme on l'entend. Mais au Sénégal, les choses changent. Le Sénégal que moi j'ai connu avant et le Sénégal de maintenant, il y a un grand changement. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Si vous partez en Côte d'Ivoire, pareil. Ouattara, Ouattara étudie aux États-Unis. Je ne suis pas un peu Ouattara, je vous dis, mais Ouattara étudie aux États-Unis. Regardez ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire après la guerre. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire c'est une démocratie à 100%, comme on l'entend. Mais au moins, il y a eu des changements. Ce pont, cette passerelle qu'on nous a fait cadeau au Congo, là, en Côte d'Ivoire, ils n'accepteraient jamais ça. Hein. Ils ne pourront jamais accepter ce genre de conneries-là dans leur pays. Maintenant, comment on doit faire? Ce que je vous dis clairement, jeunes Congolais surtout, on ne vit qu'une seule fois. On ne peut pas se développer s'il n'y a pas la justice au pays. On ne peut jamais être... on ne peut pas vivre dans les bonnes conditions. On ne peut pas vivre dans les bonnes conditions si on n'est pas dans une bonne cité, dans un bon pays. On ne peut pas. C'est comme ça, c'est des choses simples que vous devez retenir dans votre tête. Si vous dormez mal, vous mangez mal, vous ne pouvez pas vous développer physiquement et mentalement. C'est comme ça. C'est même pas magique. Ça ne sert même pas d'aller à l'église pour le comprendre. Regardez aujourd'hui ce qui a fait que cette misère-là est devenue partout à la religion. Je n'ai jamais vu un peuple, chaque fois que je parle avec un Africain, en général avec un Congolais, il y a toujours Dieu dedans. Tout ce que vous faites, Dieu. Vous allez aux Zaïre, c'est devenu pareil. Ça montre que vous n'avez même pas confiance en vous. Vous ne savez même pas pourquoi vous vivez. C'est vous qui aimez Dieu, mais c'est vous qui aimez la débauche. Bon, j'arrive pas à vous comprendre. C'est vous qui aimez Dieu. Normalement, dans les sociétés où vous aimez Dieu vraiment, vous devez être beaucoup plus strict. Je vous donne un exemple. En Iran, c'est la charia. Mais les gens, ils sont beaucoup plus stricts là-bas. Il y a des polices pour les femmes, il y a des polices pour les hommes. C'est-à-dire, il y a des choses, même ne pas ouvrir ses cheveux, peut t'emmener en prison. Parce qu'ils ont mis une loi qui est censée descendre de Dieu. C'est-à-dire, ils ont pris la charia pour mettre comme loi dans leur pays.
Donc, ça montre qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ce pays-là. Que ce soit comme en Arabie Saoudite, que ce soit dans les pays, même en Algérie à côté. C'est des pays islamiques. Il y a des choses que tu ne vas pas te permettre à le faire. Mais si vous êtes des gens, si vous croyez vraiment ce que vous lisez dans la Bible, alors pourquoi être pervers? Pourquoi être menteur? Pourquoi être voleur? Pourquoi être brigand? Pourquoi nous sommes cruels? Je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu. Pour vous montrer à quel niveau notre pays est vraiment en danger. Je vais vous montrer une vidéo et je vais continuer. C'est triste. C'est des gens qui sont partis au Rwanda. Regardez. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. C'est triste de voir ça. Vivre vie très très difficile. Déjà au deuxième mois na botisanga, ako sala nga ko ezalaka te, na supporter mon nyoko ya bongo. Na mwana bilamba ko la théâtre. Oh bébé le deuxième abotisanga. Mwana bilamba ko la théâtre, nini te, donc na supporter pasi ya bongo. Mon nyoko sur mon nyoko, on n'est pas de bébé oyo, après ça na mwasi na ya ndako, abokola te, quel atika ngana nyoko mabe. Makamonanga le côté là na zo kendaka le côté, personne na zo mwana kana mwana eza ya kosakana te. Na ko vivre pasi moko na mwana, mwana ko kende ko la te, na komika. J'ai pas pu le lever. Vous allez écouter. C'est un député qui est enceinte une jeune fille qui part à l'école. Il lui a fait 2 enfants. Il paye même pas la... Mais cet homme-là, c'est un député de la République, soi-disant. Na ningi papa mwana oyo nyangelengo ndea na ningi asala azwa mwana na ye azwa bebe na ye akivanda ya kote na ye na mwasi na ndako pona zo mwana trop pasi nga mama bebe na zo mwana pasa sa bosinga bele bana mibale ata na 25 mwana pesa kate siko na usandi amen. Bon, vous voyez, ça c'est un député de la République. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, c'est un député du Congo-Brazzaville. Il s'appelle Elenga. Donc, c'est un gars de là-bas, qui doit être proche de du clan de Denis Sassou Nguesso. Il a enceinté cette pauvre femme, cette pauvre fille qui part à l'école. Il lui a mis 2 enfants, mais il ne s'est jamais occupé de la fille, ni de l'enfant, ni de ses enfants. Mais cet homme-là est député à la République. Donc, vous imaginez un peu, un député qui est censé être beaucoup plus responsable de la vie par rapport au peuple, il se permet ce genre de... Il n'est pas le seul, ils sont nombreux comme ça, les députés congolais, qui se comportent comme des barbares. Bon, vous croyez qu'avec ce genre de personnes-là, notre pays peut se développer? S'il n'y a pas la rigueur dans cette république-là, vous allez vous développer comment? Dites-moi par quel schéma? Dites-moi pas, oui, mais Dieu merci qu'il soit décédé. Dites-moi par quel schéma, parce qu'il n'est pas le seul, Ayaman. Il n'est pas le seul qui fait ce genre de choses. Elle a parlé, certes, mais ils sont nombreux à le faire. Bon, dites-moi dans quelle république où les gens qui sont censés représenter le peuple ont des comportements déviants. Dites-moi dans quelle république où il n'y a pas la rigueur. Même en Colombie, il y a une certaine rigueur politique. Même dans les pays où qu'on appelle où il y a le trafic de drogue, là, il y a une certaine rigueur politique. Mais vous, ça, même ce qu'on appelle la rigueur, même ce qu'on appelle une certaine dignité en soi, déjà, vous n'en avez pas. Vous avez un premier ministre, Marcoso ou je ne sais pas quoi, il a un conseiller, Louemba. Le Franck Louemba, ou je ne sais pas, il a été en France ici, au chômage, il n'a jamais travaillé, il est conseiller. Bon, quelle est l'expérience de Louemba auprès du Premier ministre pour développer ce pays-là? Il a été en France, s'il est rentré au Congo parce qu'ici, c'était beaucoup plus dur pour lui. Il ne trouvait pas de boulot. Il était en surpoids. Alors cet homme-là, aujourd'hui, il est conseiller du Premier ministre, soi-disant. Et vous croyez que cet homme-là peut apporter quelque chose au Congo? Vous croyez que sans expérience, tu peux créer quelque chose? Sans rien dans la tête, tu peux créer quelque chose?
Vous croyez que vous voyez des gratte-ciel là, qu'on voit à Dubaï, c'est fait par un claquement de doigts. Mais c'est une technologie, c'est des gens qui sont intelligents, qui dessinent, et c'est des maçons qualifiés, c'est des gens qualifiés qui construisent ces trucs-là, qui savent que ça c'est droit, ça c'est pas droit. Ces gratte-ciel-là ne sont pas bien construits, ça va tomber. C'est toute une science qui est derrière. Oui, toute une science qui est derrière. C'est pas, ne croyez pas que les choses, vous allez acquérir les choses gratuitement comme ça. Que nous allons arriver au Congo, bon, on va, regarde, je vous donne un exemple. L'Ukraine, où il y a la guerre. Mais demain, ils vont reconstruire leur pays parce que les Ukrainiens, ils ont des ingénieurs, ils ont des bons ouvriers, ils ont des bons maçons, ils ont tout là-bas. Donc, ce que l'Europe va faire quand ils vont trouver des solutions pour calmer la guerre en Ukraine, ils vont juste financer les compagnies. Ils vont donner de l'argent au gouvernement et ils vont reconstruire eux-mêmes. Ils vont même pas faire appel aux Chinois. Eux-mêmes, parce qu'ils ont tout sur place. Ils ont la matière grise chez eux. Nous, on est incapables même de construire des autoroutes. C'est pas parce qu'on n'a pas des écoles où on forme les gens, où on n'a pas des écoles où on éduque les gens pour qu'ils soient des ingénieurs, des architectes, des bons juges. On n'a pas tout ça. Donc, nous devons tenir compte de tout ça pour savoir que si nous continuons comme ça, sincèrement, ce que je vois, moi, on n'a même pas besoin d'être un prophète. C'est la violence. Ce que je vois dans le futur du Congo, là, c'est l'esclavage. Ce que je vois dans cette république, c'est la brutalité qui est déjà là, qui va encore s'amplifier. Ce que je vois là, c'est la prostitution. Ce que je vois là, c'est un laboratoire de vente d'organes. Vous allez vendre même les organes humains de vos enfants. Parce que vous ne connaissez rien ni au respect de la loi, ni à la justice, ni au bon sens, ni au fonctionnement d'une nation, ni au fonctionnement d'un État. Vous ne connaissez rien. Tout n'est que, vous êtes que des gens assis, égoïstes. Votre vie est limitée que par la femme, l'alcool, la danse. La femme, l'accouplement plutôt, l'alcool, la danse. Lisez au moins les simples livres, lisez Platon, lisez Aristote, lisez tout ce que vous allez comprendre que ici, en Europe où nous sommes, les gens réfléchissent. Ils ont réfléchi il y a longtemps. Ils continuent à réfléchir maintenant et ils continuent à évoluer. Voilà pourquoi des gens qui sont là, qui sont censés avoir un peu d'unité, dès qu'on dit concertation, un matin, on décide d'une concertation à Madingou, vous partez. Et ces gens-là, parfois, ils ont vécu en France. Si vous regardez ce qu'ils ont fait en France, rien, ils n'ont rien fait en France. Ils étaient là, c'est à cause de qu'on dit que les Noirs vivent d'allocations sociales. Même en pillant le Congo, leurs enfants sont en France. Même quand vous pillez le Congo, vous êtes incapable de construire des maisons, d'éduquer vos enfants sur place. Vous êtes obligé de les envoyer en France, dans les maisons que vous louez cher, que vous achetez cher, et vous vous laissez là-bas, avec d'autres maîtresses, parce que pour l'instant, vos femmes sont ici, vous envoyez l'argent que vous voulez, et les maîtresses, vous les entretenez avec l'argent encore que vous voulez. Mais si vous volez tout ça, avec quel argent on va construire le Congo? Même quand je veux dire, en tout cas, il y a encore des idées reçues qu'on reçoit, où on veut nous faire croire que, oui, si on est là, c'est parce que l'État français veut que nous soyons comme ça, c'est eux qui nous volent de l'argent, et patati et patata. Moi, je vous pose une question simple. Même avec le peu d'argent que la France nous donne, en achetant nos matières premières, si on avait des gens conscients à la tête de l'État, on aurait construit ce pays-là. Même avec le peu d'argent que la France nous donne. Je dis bien, même avec le peu d'argent que la France nous donne, si on savait gérer, si on avait mis la justice, si on avait mis la transparence au sommet de l'État, on aurait sorti ce Congolais dans ce marasme économique. C'est beaucoup d'argent. Là, qu'est-ce qui va se passer en plus? Ils vont vous faire quoi, d'après vous? Ils vont vous prêter de l'argent qu'eux-mêmes ils récupèrent.
ce qui se passe avec le FMI. Le FMI partait demander de l'argent chez eux. Nous savons la technique, comment le FMI agit. Le FMI, c'est comme l'OTAN. Ils viennent avec de l'argent, ils vous disent, OK, même quand le dossier est nul, le FMI, c'est comme les banquiers, là, les cartes, les gens qui m'appellent là pour les cartes. Vous voyez ce que je vous ai dit au départ, là, ils m'appellent tout le temps, le numéro est même là. Ils m'appellent tout le temps pour me dire, oui, pour la carte, tu peux tirer de l'argent des autres, tu peux rentrer dans tous les magasins que tu veux en France. Ils me forcent à prendre de l'argent pendant que je n'ai même pas besoin. Le FMI, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, ils savent qu'on n'est pas solvable, ils viennent vous donner de l'argent parce que quoi? Derrière eux, avant que l'argent n'arrive aux mains de Sassou Nguesso, parce que l'argent ne rentre pas au trésor public, ils disent à M. Sassou Nguesso, on t'emporte 10 millions, 10 milliards de CFA, ou 100 millions d'euros pour le crédit que tu as demandé pour le Congo. Écoute, on a calculé, tu as 9 millions pour payer 2 mois de salaire, ça va calmer les gens. Nous, on récupère une bonne partie. On ramène, on se partage entre nous qui avons fait le dossier pour que tu puisses avoir de l'argent. Le reste, tu prends. Et le peu d'argent, tu mets un peu pour divertir les gens, dans les partis politiques. Entre vous qui décidez, vous partagez un peu d'argent. Et voilà. Ça va calmer le peuple pendant 6 mois, 7 mois. Et peu après, on verra si on peut encore te rapporter de l'argent. C'est pareil ce qu'ils font. C'est-à-dire pour eux, comme c'est eux qui fabriquent cet argent. Et aujourd'hui, l'argent est numérique. C'est-à-dire, ça passe, ils vont cliquer 2 clics, j'ai l'argent dans mon compte. C'est ce qu'ils font avec nous ici. Quand vous prenez un Congolais qui vient d'arriver en France, ou un Congolais qui a vécu de la misère, ou comme la majorité des Congolais, quand ils viennent en France, qu'on leur donne des papiers, qu'ils commencent à travailler un peu, parfois ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, le mec qui travaille, il a un contrat, il lui paye peut-être 1400 par mois. Et qu'est-ce qui se passe? Il va acheter un meuble ou il va acheter des meubles chez lui, on dit non, on prend une carte. Il a déjà sa carte bancaire, il a son compte à la Poste, ou je sais pas, au Crédit Lyonnais, ou je sais pas où là. Ce genre de gars-là, il va l'appeler pour lui dire, écoute, t'as acheté des meubles dans tel magasin, nous on t'envoie une carte de ce magasin où tu peux aller dans n'importe quoi, prendre des meubles, prendre des photos, des télévisions pour meubler ta maison, et si tu veux aussi, tu peux retirer de l'argent, liquider, en faire ce que tu veux. Mais lui, il vient d'un pays pauvre, comme le Congo, où il connaît même pas ce qu'on appelle un système bancaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette carte-là, il va aller au magasin, il va aller acheter des meubles qui vont lui coûter peut-être, tout ça, ça va lui arriver à, on va dire, à 5 000 € pour meubler sa maison. Et à la fin, il va aller mettre, le jour qu'il va inviter une copine ou je sais pas moi, qui veut faire son numéro, ou acheter des costumes et des Weston, il va aller dans un magasin, il va tirer de l'argent. Et il ne sait pas que cet argent qu'il tire là, il doit le rembourser. Il va prendre cet argent. Il va acheter des costumes, des Weston, et à la fin, chaque mois, on lui retire de l'argent. Et à un moment donné, payer le loyer, payer les crédits à gauche, à droite qu'il a pris de cette carte, il n'en peut plus. Il commence à avoir des retards de paiement. Il commence à avoir des retards de paiement, et à la fin, il n'arrive plus à payer. Ni le loyer, ni machin, ni ses emprunts. Et il a interdiction bancaire. Donc, il n'a plus le droit d'avoir une carte bancaire en France. On va donner une carte qui sert à rien. Généralement, ils vont aller au tabac pour faire une carte, je sais pas moi, prépayée, ou je sais pas, les cartes bancaires du tabac, là, je sais pas comment on appelle ça, nickel ou je sais pas quoi, pour survivre avec ça. Donc, il peut plus faire des abonnements téléphoniques, il peut plus faire des abonnements pour ses enfants, il peut plus rien faire, il est surendetté. Et à la fin, il est surendetté, il est signalé à la Banque de France, il est surendetté. Mais eux qui l'ont prêté de l'argent là, et ils sont assurés. Donc leur argent est déjà remis par la Banque de France. Et toi, la Banque de France te fait chier maintenant. Parce que là où nous venons, on ne nous explique pas que... On ne sait même pas ce qu'on appelle une banque, on ne sait même pas ce qu'on appelle l'épargne, on ne sait rien. On sort comme ça d'un Congo où tu as que la musique, tu as que la sapologie de la tête, tu as que les femmes avec des gros postérieurs de la tête. Et quand tu te jettes dans un pays développé, tu ne sais même pas ce qu'on appelle épargner. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle les priorités de la vie. Tu ne sais même pas être fidèle même à ta femme. Que toi-même tu as choisi. Que toi-même que tu as aimé au départ. Ce genre de cartes, ils vont faire des mariages à 15 000 € en faisant ces cartes, en prenant des cartes à gauche et à droite, en croyant que ça va résister. Et à la fin, quand ils sont surendettés, madame et messieurs, ils se mettent à divorcer ou à s'insulter ou à créer l'infidélité dans le Donc, il y a beaucoup de choses chez nous quand nous venons en Europe. On a beaucoup d'handicap.
C'est pas de leur faute, ça, ces Congolais-là. C'est parce qu'ils viennent du vide. Et pourquoi il y a le vide? Parce qu'on est incapable de se voter, de savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. On est incapable de savoir. C'est pourquoi j'ai parlé d'une notion de bonheur au départ. Nous ne savons même pas ce qu'on appelle être heureux, en général. Nous, les Congolais. Nous ne savons même pas ce qu'on appelle être heureux. Nous, on nous a mis que l'argent, le costume, l'alcool, la fête dans la tête. C'est pour ça que nous avons des gens qui ont 60 ans, qui ont un comportement de gamin. Même quand c'est sérieux, et ils veulent se divertir. C'est pour ça que nous demandons Mambouya, qui écrivent qu'on a mangé bio au Rwanda. Tu crois que manger bio, nous, ça nous fait quoi? Que quelqu'un mange du caviar devant moi, qu'est-ce que je m'en fous, moi. Donc, manger bio, ça nous fait quoi, nous, à Rwanda, dans une concentration, tu es en train de te faire soudoyer de l'argent, tu es en train de vendre ton âme au diable, et tu penses que tu vas nous divertir avec un plat bio. Vous voyez la bassesse mentale qu'on nous a inculquée au Congo. Mais ça, c'est fait exprès. Ça, c'est fait dans les sociétés qui ont conquis, parce que nous sommes dans les sociétés qui ont quand même conquis le monde. Il faut dire que l'Européen a conquis beaucoup de monde. Il a conquis presque tous les continents de la Terre. Donc, ils ont un avantage psychologique sur nous. Mais il y a un problème que vous ignorez. Vous savez l'esclavage. Je vais m'arrêter par là pour que vous sachiez comment le monde fonctionne. L'esclavage, pourquoi il a fonctionné? Pourquoi il a tenu 400 ans? Les riches, quand ils ont conquis l'Amérique, il y a eu des riches, des très riches, beaucoup de riches, qui avaient des esclaves. Il y en avait qui avaient 100 esclaves. Donc 100 Noirs qui travaillaient dans ces plantations, en Louisiane, dans l'Arkansas, dans tous les États du Sud, voire même dans les États du Nord. Tous les grands Noirs de l'Amérique l'Amérique ont eu des esclaves. Les Franklin, tout le monde a eu des esclaves. Il y en avait qui en avaient 100, 200 esclaves, donc des grandes plantations qu'ils avaient. Mais les esclaves étaient surveillés par qui? Par des blancs. Mais ça, c'est des blancs pauvres. Ceux qui étaient censés être là. Il y avait la classe intermédiaire. Et c'est eux qui surveillaient ces noirs. Donc, il y a une plantation il y a une plantation où il y a 500, ou bon, disons 100 noirs, 200 noirs qui travaillent au coton, dans les champs de coton. Il faut les surveiller, il faut leur voir s'ils ont fait à manger, comment ils mangent, il faut les mettre la pression, il faut qu'ils produisent plus, il faut qu'ils se lèvent très tôt. Il y avait des blancs qui surveillaient. Et les riches, comment ils faisaient pour maintenir cet équilibre-là d'après vous? Parce qu'ils réfléchissaient. Ils disaient aux blancs qui surveillaient les noirs, ils disaient, écoutez, si ces noirs-là, vous les surveillez mal, ils ne vont pas produire beaucoup de choses. Et s'ils ne produisent pas beaucoup de choses, vous n'avez pas d'argent, moi je n'aurai pas d'argent pour vous payer, et moi je vais libérer ces noirs-là, je vais les ramener où ils veulent, je vais les vendre, et vous allez pointer au chômage. Et vous n'aurez rien. Donc ce que je vous conseille, moi j'ai investi, vous, c'est à vous de faire votre boulot. Si vous voulez vivre, manger, nourrir vos familles, vous devez surveiller ces noirs-là. Vous voyez l'équilibre, comment on le crée. Et ces blancs-là, qui gardaient les noirs dans les chevaux, là. Et voilà pourquoi c'était dur envers les noirs. Voilà pourquoi quand tu le coupes les pieds sans état d'âme. Parce que on leur a mis dans la tête que si vous les surveillez mal, ils vont. Je serai de l'obligation de laisser tomber tout ça. Vous allez pointer, vous n'aurez plus d'argent, vous ne saurez plus payer. Vos maisons que vous avez pas à crédit, vous n'avez pas. Et c'est ce qui se passe, ça peut se repasser. C'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui avec les Zemmour. Qu'est-ce que Zemmour dit aux Français? Zemmour ne parle pas aux riches français. Il parle aux Français moyens, ceux qui sont entre le chômage, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont fait des crédits, qui sont surendettés. Il leur dit vos problèmes, c'est l'immigration. Donc, parce que Zemmour, lui, veut partir des riches. Et ils sont riches, là, les hommes politiques français. Mais ils mettent la pression à la classe moyenne française, à ceux qui sont enseignants, à ceux qui travaillent dans le bâtiment, tous les Français là qui sont moyens, des Français de choses, je parle, tous les Européens, en leur disant, écoutez, la CAF vous aurait donné beaucoup plus d'argent s'il n'y avait pas l'immigration. Ouais. Donc, en fait, ils savent que c'est faux. Lui-même, il sait que c'est faux. Mais lui, il a besoin de jouer sur ça. Donc, un Français qui a des enfants, qui est criblé de dettes, parce qu'il a mal géré son argent.
Ce discours des émots-là l'interpelle. Voilà comment naît le racisme. En général, si tu prends des gens qui soient noirs, blancs, arabes, machin, si tu leur mets dans un contexte où tous ils ont les moyens, ils ne seront pas racistes. Pourquoi ils seront racistes? Parce qu'il a les moyens, il a sa voiture, il a sa femme, il ne peut pas. Ils vont se respecter. Mais si tu prends une société où il y a des pauvres et il y a des émigrés, automatiquement on peut jouer avec ça. C'est ce qui se passe tout le temps en Europe. Si vous dites, ouais, j'ai vu des gens dire, oui, l'Ukraine, ils sont des nazis, machin, tout. C'est le même système. Ils l'ont fait depuis, dans le passé, ils l'ont toujours fait. Et il y a des gens qui réfléchissent à leur place. Il y a des gens qui réfléchissent à leur place. Ils ont des savants, ils ont tout, des sociologues, tout le monde qui étudie la société. Ils savent que il faut tirer sur la corde fragile. Parce que si on fait quoi à un gars qui a 2 gosses, qui paye, les enfants grandissent, mais qui a du mal à payer son loyer, que si on chasse des étrangers en France, la CAF va augmenter, il aura plus d'argent. Vous croyez que même ce gars-là était de bonne foi, il deviendra raciste? Il va aller voter Zemmour pour ses intérêts à lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans les sociétés, c'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui sont en haut manipulent ceux qui sont en bas. Si vous êtes Sassou Nguesso, il le fait, mais lui, il le fait de façon brutale, sauvage. Mais les autres, les pays civilisés, ils le font de façon intelligente. Ils opposent les leurs avec ceux qui viennent d'en bas, de l'immigration. Ils leur disent, faites attention. Si vous ne soutenez pas l'élite politique, vous allez finir par vous faire dominer par des gens qui sont venus d'ailleurs. Alors, vous êtes obligé de venir chez nous, de venir défendre ce que nous voulons, et vous. Mais c'est vieux comme le monde, ça. Mais nous, les Africains, nous ne comprenons jamais ça. On est là, on supporte, on est devenus des spécialistes de la guerre de l'Ukraine et de la Russie, qui ne nous regardent pas. Parce que quand les gens sont tués au Tchad, là, parce que quand les gens sont tués en Angola, là, si vous posez la question à 100 Français, est-ce que vous savez que l'Angola a été pendant 25 ans en guerre? Il te dira, je ne sais pas. Si vous allez au Portugal, vous posez la question au Portugais, est-ce que vous savez que l'Angola a été en guerre pendant 25 ans? C'est une colonie portugaise. Ils vont se dire, on ne sait pas, c'est en guerre. Ça ne les regarde pas. Demandez, dans vos quartiers, demandez aux Français, est-ce que vous savez qu'au Yémen a la guerre? Ils vous diront non. Alors, pourquoi vous vous intéressez à la guerre de la Russie et l'Ukraine? Ça vous regarde où? Pour prendre part à une guerre qui ne vous regarde pas. C'est un conflit qui est là, qui est stratégique. Vous avez quoi à gagner là? Mais c'est vous qui êtes devenus des spécialistes de la guerre de l'Ukraine. Vous voyez comment vous êtes? Ce qui est simple, ce que nous devons défendre, c'est la démocratie. La liberté, ça on ne défend pas. On est toujours assis, on peut de faire le zouave. Pendant qu'il y a 400 ans, plus de 400 ans, les gens pensaient déjà qu'est-ce que la démocratie. 400 ans déjà. Donc les gens qui ont vécu 400 ans avant Jésus-Christ, avant votre Jésus-Christ, étaient beaucoup plus intelligents que nous. Donc vous avez, donc les Platons là, les Socrates, chez nous il y avait que des vides. 400 ans avant Jésus-Christ, eux ils avaient déjà bâti des cités. Alexandre le Grand avait déjà conquis le monde entier. 400 ans avant Jésus-Christ. Nous, qu'est-ce qu'on fait? 2000 ans après Jésus-Christ, on est toujours assis au même endroit où on nous a déposés, sans rien comprendre à ce qu'on appelle la société, sans rien comprendre à ce qu'on appelle la justice, sans rien comprendre à ce qu'on appelle le bonheur, sans rien comprendre à ce qu'on appelle la dignité. Des mots simples que nous sortons matin, mais des gens qui sont incapables qu'on les matérialise, rien. On est comme ça. On veut être les meilleurs danseurs du monde. Depuis quand les Américains ont chanté, depuis les plus grands chanteurs, c'était des Américains de la soul, je sais pas, ils n'ont rien gagné dedans. La danse ne peut pas rapporter le développement dans un pays. Il faut le comprendre. La danse n'a jamais développé un pays. Je n'ai jamais vu un pays au monde, on te dira que Cuba fait la salsa matin, midi et soir, c'est des bonnes danses. Ils n'ont jamais développé Cuba.
C'est pas ça qui développe un pays. Il faut penser à autre chose. Il faut penser à l'éducation. Il faut penser à la démocratie. Il faut penser à la bonne gouvernance. C'est comme ça qu'on va aller à un État plus stable politiquement, économiquement et socialement. Mais si nous voyons ce qui se passe actuellement au Congo, si quelqu'un se lève aujourd'hui en disant que Sassou Nguesso a fait du bien au Congo, c'est que cet homme-là est dérangé mentalement. Si vous me dites aujourd'hui qu'au Congo, il y a des gens intelligents qui se travaillent avec Sassou Nguesso, je leur dirais, ils sont malades mentaux. Regardez, on a des gens comme les Obenga. C'est aujourd'hui, vous savez, des gens comme les Socrates, là, ils sont opposés à la politique de la Grèce antique. Voilà pourquoi il a été emprisonné et tué. Ouais. Les Socrates, là, ils réfléchissaient. Ils n'étaient pas des rois, les Socrates. C'était des simples enseignants. Mais ils s'opposaient au système. Mais nous avons les Obenga. Qu'est-ce qu'Obenga pense de la gouvernance de son Nguesso? Il est vieux, Obenga. Il peut vraiment dire ce qu'il pense, réellement disant non, un pays ne se dirige pas comme ça. Obenga peut être opposant. En disant que non, à son âge déjà, avec tout le bagage qu'il a. À son âge, il peut prendre position pour le peuple congolais. Et l'assumer. Zola a bien pris la position ici en France pour l'affaire Dreyfus. Émile Zola est parti en exil pour l'affaire Dreyfus. Quand il écrit « j'accuse », vous allez me dire « j'accuse », vous ne savez même pas que c'est Émile Zola qui l'écrit. C'est ça l'intellectuel. Vous êtes des vieux. Vous avez été à l'école, les Obenga, les tout. Prenez position fermement contre la dictature du Congo-Brazzaville. Prenez fermement prenez position pour le peuple congolais en disant que non, maintenant il faut qu'on passe à autre chose. Maintenant. Il faut que le Congolais puisse se réveiller. Il faut que le Congolais puisse avoir la chance de s'émanciper. Il faut que le Congolais soit épanoui. Il faut que le Congolais vive. Vous êtes là toujours en train de nous en mentir. La Grèce antique, l'Égypte antique. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'Égypte antique? T'as des photos? On veut maintenant. Qu'est-ce que tu penses de maintenant? Qu'est-ce que nous sommes, nous les Congolais? Qu'est-ce que nous allons devenir demain? C'est ça que les Congolais veulent. Les Alema Bankou doivent prendre sérieusement position dans le combat congolais. Au lieu de se faire des photos avec des habits multicouleurs, qu'est-ce qu'on a à foutre avec des habits multicouleurs? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec je sais pas moi, tes phrases là? On veut que les gens intelligents, les gens sensés prennent position, disent non. Il faut maintenant qu'on arrête, qu'on stoppe ça. Parce que chaque fois que nous perdons le temps, nous perdons même notre indépendance. Nous l'avons déjà perdu, mais nous continuons à le perdre plus facilement. Et nous allons être des marchandises demain. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux de voir des gens comme ça, qui n'ont aucun idéal, des gens vides. Ici, moi, je vois des gens. Nous sommes en France maintenant, il faut voir comment ils vivent. Moi, je vois des gens ici. Ils sont pauvres. Je dis par là qu'il a un petit travail, il est blanc, il a un petit travail, mais il vit bien. Il te dit que moi, ma vie, je l'aime, parce qu'il fait son sport, oui, il fait sa passion. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont pareils, qui sont allés en Espagne pour les vacances. Voilà, ils vivent leur vie, ce qu'eux, ils rêvent. Ce qu'ils pensent, s'ils vont aux Pays-Bas. Voilà, je connais une dame qui était avec moi ici, qui a quitté la ville où j'habite pour aller en Belgique. Elle s'est installée en Belgique, elle vit là-bas, elle fait des photos sur Facebook, elle est en train de boire sa bière avec ses copains, en train de faire la fête. Oui, c'est ça un pays. Les gens, quand ils sont émancipés, ils vont où ils veulent. Ils savent ce qu'ils cherchent. Ils savent ce qu'ils veulent faire parce qu'ils savent pourquoi ils vivent. Mais il ne faut pas se conditionner, qu'on nous conditionne qu'il faut applaudir Sassou Nguesso le matin. Non, il faut que nous puissions oser des choses. Nous ne devons pas tomber dans les travers de dire non, le poule. Ça, parlons Congo, allons franchement aux choses. Dire maintenant c'est stop. Tant que je vous dis, tant que Sassou Nguesso n'a pas libéré les prisonniers politiques, c'est que nous ne les menaçons pas. Il n'est pas en danger. Il va nous servir au Wando. Demain, il va vous servir encore d'autres choses. Et comme il y a beaucoup de politiciens congolais qui ont faim, eh bien, il va les opposer les uns aux autres en leur donnant un peu d'argent, Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Et demain matin, ça sera toujours pareil. Et après, la drogue va rentrer au Congo. Parce que là, il n'y a pas encore suffisamment de drogue. Maintenant, ils vont rentrer la cocaïne. Même pas la cocaïne, comment on appelle ça, le crack.
voyez comment le CRAC fait des débats en France, des dégâts en France ici. À Paris, vous voyez comment ils se battent. Oh non, mettez-les là-bas, mettez-les ici. Un jour, cette drogue-là va arriver au Congo. Et c'est là où, comme on n'a pas des hôpitaux, on n'a rien, on n'a pas de centres pour des intox, si cette drogue-là arrive au Congo, aux gens bêtes et vulnérables se mettent à consommer ça, vous aurez des crimes incroyables au Congo. Vous serez totalement en insécurité. Et ça, qui pense à ça? Qui pense à ça que demain, dans les 5 millions de Congolais, on peut trouver facilement, si on vous met 2 millions de drogués au Congo-Brazzaville, comment vous allez vous en sortir? Des gens qui sont shootés au crack. Vous n'avez aucun moyen de les contenir. Vous allez les tuer. Comme d'habitude, vous aimez la facilité, vous allez tuer les gens. Donc, je pense que tout Congolais, nous devons prendre conscience. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Guinée, doit nous interpeller parce que ça fait longtemps qu'on est dans cette misère mentale et matérielle. Nous n'avons pas le droit d'être des malheureux parce que nous sommes assis dans un pays riche. Parce que le Congo est un État riche. On peut vous le démontrer. On vous le démontre matin, midi, soir que nous sommes assis dans un pays très, très riche. Nous ne devons pas être des malheureux. Nous avons toutes les raisons possibles du monde pour se révolter, pour bâtir un État, une nation viable, harmonieuse. Nous devons aller au sacrifice. C'est comme ça qu'on va évoluer. Nous devons aller au sacrifice. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc la concertation de Rwanda, on s'en fout, on pisse dessus. On n'a rien à cirer. On s'en fout éperdument. Nous avons pris position. Je ne rentrerai pas au Congo tant qu'il y a la dictature. Je m'en fous parce que j'aime pas voir les pauvres. Voilà. Je m'en fous. Je suis pas le seul qui va mourir en exil. Il y a des gens, des grands noms qui ont fait l'histoire, qui sont morts en exil. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont pris position dans ce monde-là. Lumumba est mort pauvre. On l'a découpé. Son nom a survécu. Donc, nous sommes dans cette lignée-là d'être des gens de conviction, des gens droits, et nous allons vivre comme ça a fait notre vie, sans venir vous supplier de rentrer au Congo pour faire plaisir. Jamais je regrette d'être ici. Et je ne viendrai pas pour voir des pauvres, des femmes qui sont devenues des épaves, des enfants qui sont devenus des mondiaux. Ça, je n'ai pas envie de voir ce spectacle-là pour mon peuple. Donc, je combattrai jusqu'à ce que nous arrivions à la démocratie et à la justice. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end et un bon dimanche, une bonne semaine à tous. Ciao.